Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec quelques semaines d'avance, Franck Ferrand célèbre aujourd'hui au cœur de l'histoire sur Europe 1 le tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. D'ici au 28 juin, le jour de la naissance de Jean-Jacques, les cérémonies vont se succéder pour marquer les 300 ans du génie des Lumières. Il m'a semblé qu'il serait bien de vous éclairer dès aujourd'hui sur son compte en nous posant cette question toute simple à laquelle assez peu de gens finalement pourraient répondre au pied levé. Mais qui était vraiment Rousseau ? Franck, vous nous présentez cette émission en partenariat avec Le Point Référence daté de mai-juin. Et oui, un numéro passionnant de ce périodique que nous aimons ici, Le Point Référence, et qui nous offre régulièrement des sélections très fines, très bien faites des grands textes du patrimoine intellectuel de l'humanité. Ce numéro est dédié à deux personnalités, à deux projets de société, Voltaire contre Rousseau. Je cite à ce propos l'éditorial de Catherine Goliot. L'un est une star, écrit-elle, riche, admiré, épris de liberté autant que de luxe. L'autre, son cadet de 18 ans, est un écorché vif. Il s'est fait de la pauvreté un honneur, rêve d'une société primitive où les hommes seraient purs et vante les mérites des républiques antiques. L'un revendique le monde et la civilisation, l'autre la nature. On est au XVIIIe siècle et déjà, tout oppose Voltaire, le libertin pudique à la plume cinglante, à Jean-Jacques Rousseau, l'autodidacte raisonneur, qui s'épanche sur des centaines de pages. Et Catherine Goliot, qui a dirigé ce numéro du Point Référence, ajoute « Depuis, ces deux icônes de l'esprit des Lumières n'ont cessé d'incarner les divisions françaises. Aujourd'hui, qu'à coups de banquets républicains et d'éditions multiples ont fait en fanfare le tricentenaire de la naissance de Rousseau, faut-il rejouer le match? Et si au contraire, il fallait les réconcilier? Rousseau, le héros écolo, chantre d'un lien social, et Voltaire, l'intellectuel engagé qui lutta de toute son énergie contre l'intolérance. Rousseau et Voltaire, nous avons encore besoin de vous, et si vous reveniez? Eh bien, chiche, laissons-les revenir sur Europe 1, au moins le temps d'une émission. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dimanche 14 mars 1728, trois jeunes gens, ce sont des Genevois, viennent de passer l'après-midi à courir la campagne autour de Genève et soudain, alors qu'ils sont à une demi-lieue de la ville, disons à un peu plus de 2 kilomètres si vous voulez, ils entendent sonner la retraite. Et oui, on est à Genève, on ne rigole pas là-bas. Les règles sont très strictes dans cette République de Genève. Alors ils se mettent à courir pour rentrer dans la ville avant que les portes ne soient fermées. Ils sont essoufflés. Ils arrivent en nage au pied des remparts. Et là ils trouvent la porte fermée. Le pont-levis est en train de se relever en grinçant de toutes ses chaînes. Et ils ont beau appeler nos jeunes gens, les soldats qui sont là-haut au mur ne font que les regarder en riant, ne font que se moquer d'eux. Oh, après tout, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, ça n'est pas si grave, ils vont passer une nuit à la Belle Étoile, et puis après, ils auraient tendance à prendre la chose tout à fait à la légère, sauf que l'un d'entre eux, celui qui est apprenti et qui est un peu celui généralement qui suit les deux autres, ne partage pas du tout cette philosophie de la vie, ce détachement si je puis dire. Lui est effondré, d'ailleurs il se jette à terre, il se roule, il pleure. 2 fois déjà, explique-t-il à ses compagnons, un pareil malheur lui est arrivé, 2 fois il a dû rester hors de la ville et à chaque fois son maître l'a battu. Alors cette fois, il se relève et sa décision est prise. Je ne rentrerai pas, dit-il. Je n'irai pas chez mon maître, je vais quitter la ville. Alors les autres sont stupéfaits. Mais tu es fou, où est-ce que tu vas aller? Je courrai le monde, je connaîtrai des aventures, je serai libre. Ce qu'il y a d'incroyable dans cette affaire, c'est que, sans doute à cause de cet incident futile, pour s'être attardé, on va dire, dans la campagne un peu plus longtemps que prévu, au lieu de devenir un modeste artisan, un personnage tout à fait obscur de la République de Genève, Jean-Jacques Rousseau
va devenir l'un des personnages principaux du siècle des Lumières. Il a à peine 16 ans à l'époque. « J'entrais avec sécurité dans le vaste espace du monde, écrira-t-il dans les Confessions. Mon mérite allait le remplir. À chaque pas, j'allais trouver des festins, des trésors, des aventures, des amis prêts à me servir, des maîtresses empressées à me plaire. En me montrant, j'allais occuper de moi l'univers. » Ah oui, il n'est pas fâché avec lui-même, le petit Jean-Jacques. Qui est-il exactement? Mais il faut savoir qu'on va y revenir tout à l'heure, évidemment, en compagnie de mes invités, mais pour aller vite, disons que sa mère est morte en lui donnant le jour. Ça arrivait assez souvent à l'époque et ça, bien sûr, c'était très perturbant pour un enfant, vous imaginez bien. Il était né donc le 28 juin 1712, d'où ce tricentenaire qu'on s'apprête à célébrer. Il avait été élevé par son père. Son père était horloger, il était d'origine protestante. Ça, il faisait partie de ces familles qui avaient quitté la France à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Il s'appelait Isaac Rousseau, cet homme-là. Il aimait par-dessus tous les livres et il a transmis ce goût, cette passion même de la lecture à son fils, au point que parfois nous racontera Jean-Jacques, l'aube les surprenait l'un et l'autre penchés sur leurs livres. « Oh, allons nous coucher, disait le père. Je suis plus enfant que toi, tu vois. » Jean-Jacques n'a pas vraiment fait d'études, disons-le, c'est son père qui lui a appris le peu qu'il sait. Il va quitter, ce père, le territoire de la République à la suite de toute une affaire. Il a eu une altercation avec un officier, il a dû s'en aller, et du coup l'enfant doit apprendre un métier. Alors à 12 ans, on le voit au service d'un greffier. Puis il entre chez un graveur, qui était un homme, nous dit-il, rustre et violent, et qui va lui apprendre à mentir, à dissimuler, à chaparder quand il le faut. Vous voyez peut-être l'origine de cette idée très ancrée chez Rousseau que c'est la société qui corrompt l'homme, en quelque sorte. En l'occurrence, c'est ce mauvais patron, c'est ce maître indigne qui l'aura lui corrompu, pense-t-il. Il est précoce, le petit Jean-Jacques. Il tombe amoureux d'une gamine et puis d'une autre, d'une belle demoiselle. Évidemment, il marivaude, si je puis dire. On est tout à fait dans l'époque, ça tombe bien. Alors que fait-il maintenant qu'il a dû quitter, parce qu'il a dit qu'il ne retournerait pas, la porte s'est fermée, il a dit qu'il ne retournerait pas chez son maître. Que peut-il faire, ce pauvre Jean-Jacques Rousseau? Eh bien, il essaie de chercher l'aventure. On le voit loger à la campagne chez différents paysans. Il respire l'air pur des montagnes. Un soir, il frappe à la porte de monsieur de Pont-de-Vert, qui est le curé de Confignon. On est là en Savoie. N'oubliez pas que Jean-Jacques est calviniste, mais ce curé se dit qu'après tout, c'est peut-être une âme qu'il pourrait convertir. Alors, il s'occupe de lui et il lui rédige une lettre de recommandation à l'adresse d'une certaine Madame de Varins, qui habite à Annecy. « Dieu vous appelle, dit le curé à notre promeneur solitaire. Allez à Annecy, vous y trouverez une bonne dame bien charitable. » Alors, c'est ce que fait Jean-Jacques. Il n'y a rien qui l'attache nulle part. Il arrive à Annecy le jour des rameaux et il s'attend à trouver une dame un peu genre dame de charité, vieille bigote, un petit peu comme ça, bien rechignée, écrit-il. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il trouve. Il trouve une très jeune et charmante femme. Enfin, je dis très jeune, elle a 29 ans, ce qui pour l'époque est plus tout à fait si jeune. Elle a été mariée à l'âge de 14 ans. Elle a quitté son mari après l'avoir, disons-le, ruiné par les spéculations qu'elle a menées. Elle s'est réfugiée dans les États de Sardaigne et le roi Victor Amédée lui a fait une pension grâce à laquelle elle peut notamment faire la charité. Elle s'attache tout de suite à ce garçon qu'elle comprend perdu et elle l'envoie à Turin à l'hospice des catéchumènes. Le but, évidemment, c'est de le convertir. D'ailleurs, Jean-Jacques ne va pas faire tellement de difficultés, il abjure sa religion. Il lui a suffi d'une dizaine de jours d'instruction environ, et le 23 avril donc de cette année 1728, tellement essentielle dans son existence, il est baptisé en grande pompe, et puis on le met à la porte avec 20 francs. Pourquoi 20 francs? C'est l'argent qu'il a réussi à voler, disons-le, ou en tout cas il a fait une quête. Les gens ont donné généreusement en pensant que c'était une quête pour l'Institut. Pas du tout, c'était pour lui, c'était pour sa poche. Le revoilà à la rue. Oh, il va pas être long à retourner chez Madame de Varins. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand vous raconte la jeunesse de Jean-Jacques Rousseau avec 20 francs en poche, ça y est. Eh oui, le pauvre. Vous savez, quand on est au XVIIIe siècle, à l'époque, quand on est tout jeune, qu'on n'a pas d'argent,
et qu'on n'a pas d'attache non plus, qu'est-ce qu'on peut faire? On devient laquais ou valet généralement, et c'est ce que va faire Jean-Jacques qui entre chez la comtesse de Vercellis. Ça lui plaît pas du tout, cette condition ancillaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il va y avoir là un épisode qui va marquer encore une fois son existence. On a l'impression dans ses premières pérégrinations de Rousseau d'une sorte de parcours initiatique, si vous voulez. Un jour, on trouve sur lui un ruban brodé rose et argent, et on lui dit qu'il a volé ce ruban, bien entendu. Où a-t-il bien pu trouver ce colifichet? Mais non, dit-il, c'est Marion. Marion, c'est la petite servante. C'est Marion qui me l'a donné. Inutile de vous dire que la fille de chambre est chassée. Ah, Rousseau, lui dit-elle, je vous croyais un bon caractère, vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place. Elle le laisse avec son remords, qui ne le taraudera pas longtemps, disons-le. Toujours sans le sou, il finit par revenir du côté d'Annecy, et il est très tenté de retourner chez Madame de Warens. C'est ce qu'il va faire. Il se jette à ses pieds. Oh, pauvre petit, dit-elle. Elle a la voix un peu caressante quand même, Madame de Warens. Te revoilà donc. On a l'impression qu'elle a trouvé un oiseau blessé, un peu, si vous voulez. Et que va-t-elle faire? Elle le garde chez elle. On dira ce qu'on voudra, écrit-elle, mais puisque la Providence me le renvoie, je suis décidée à ne point l'abandonner. Il va devenir bientôt le factotum de Madame de Warens et, disons-le, son secrétaire. Néanmoins, elle se soucie de son éducation et de son avenir. Elle l'envoie au séminaire. Évidemment, il ne tardera pas à se faire renvoyer, comme d'habitude. Il a une marotte, il faut vous le dire, ce jeune Jean-Jacques. Il s'intéresse à la musique. Et puisqu'il a l'air d'être assez doué dans ce domaine, Madame de Warens le confie au maître de chapelle de la cathédrale d'Annecy. Alors il y travaille, bien entendu. Il s'en va à Lyon parce que il est incapable de tenir en place. Et on a du mal même à le suivre dans ses parcours, dans ses pérégrinations. Il revient finalement chez Madame de Warens et à ce moment-là, c'est pour apprendre qu'elle est partie pour Paris. Alors il a plus ou moins une amourette avec sa camériste. Oh, il n'ose pas aller très loin. La véritable idylle, il l'aura avec 2 demoiselles de la bonne société locale. Et puis il reprend sa vie errante. On le retrouve à Lausanne, à Neuchâtel. Il donne des leçons de musique, ce qui n'est pas triste quand on sait qu'il ne connaît pas encore très bien la musique. Il parle quelques mots d'italien, et bien le voilà qui se fait engager comme interprète par un personnage assez étonnant, une sorte de grand bonhomme vêtu de violet avec une immense barbe qui se dit archimandrite de Jérusalem et qui serait là dans la région savoyarde pour essayer de récupérer un peu d'argent pour le rétablissement du Saint-Sépulcre de Jérusalem. En vérité, c'est un escroc. Vous m'avez compris, l'escroc est démasqué, et voilà de nouveau Jean-Jacques à la rue. Cette fois, il part pour Paris. Il trouve la capitale française extrêmement peu accueillante. Alors il revient du côté de Chambéry où Madame de Warens, comme par hasard, vient de se fixer. Oh, le petit chat, comme elle l'appelle, est de retour. Il aurait, écrit-il, passé près d'elle sa vie et l'éternité même sans s'ennuyer un instant. Elle l'appelle petit et lui, il l'appelle maman. Elle va lui trouver une place au cadastre, c'est un poste beaucoup trop sérieux pour lui, ça lui déplaît très vite. Et c'est à cette époque, nous raconte Jean-Jacques lui-même, que Madame de Warens s'est décidée à le traiter en homme. Vous me suivez. On peut dire que cette histoire couvait depuis pas mal de temps. Elle est jolie, il faut dire, cette Madame de Warens, avec, nous dit Jean-Jacques, un air caressant et tendre, un regard très doux, un sourire angélique. Il est très heureux. J'ai envie de dire, ils sont très heureux à 3, parce qu'il faut vous dire qu'elle vivait, elle, déjà, avec son intendant, qui s'appelle Claude Anet. Donc, ils vivent tous les 3 jusqu'à la mort de Claude Anet, en 1734. Et à ce moment-là, c'est Jean-Jacques qui le remplace dans ses fonctions d'intendant, le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'y fera pas Florès. C'est un mauvais intendant, il fait faire de mauvaises affaires à Madame de Warens, et du reste, il est obligé, pour essayer de combler un peu les failles, il est obligé de sacrifier le petit héritage qu'il vient de faire. C'est néanmoins, nous dit-il, l'époque la plus heureuse de sa vie. Ils vivent dans une très jolie petite maison, une assez belle maison, devrais-je dire, un domaine campagnard qui se trouve aux portes de Chambéry et qui s'appelle les Charmettes. « Oh maman !» s'écrie-t-il, ce séjour est celui du bonheur et de l'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici, l'un avec l'autre, il ne faut les chercher nulle part. C'est une sorte de période de retraite pour Jean-Jacques. Et puis un beau matin,
Il va sentir dans son corps, écrit-il, une révolution subite et presque inconcevable, comme une espèce de tempête. Il est mal, les oreilles lui bourdonnent, il tombe malade, disons-le. Alors on va consulter différents médecins, ça va le conduire jusqu'à Montpellier. Je vous passe sur les aventures, encore une fois, sur les amourettes, sur les rabibochements, sur les éclats avec Madame de Warens. Et puis au mois d'août 1742, Jean-Jacques part pour Paris. Il a pour tout bagage 15 louis, des lettres de recommandation, une comédie qu'il a écrite ainsi qu'une méthode pour noter la musique et dont il est l'inventeur. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et Franck, nous sommes en 1742 et Jean-Jacques Rousseau arrive à Paris, n'est-ce pas ? Oui, il arrive à Paris et c'est un jésuite qui lui a conseillé de compter sur les femmes. On ne fait rien dans Paris que par les femmes, lui a-t-il dit. Alors il va suivre le conseil, il fréquente un certain nombre de salons, celui de Madame de Besval, celui de Madame Dupin. Il est quand même un peu mal dégrossi, il faut dire, le Genevois, évidemment. On lui trouve un emploi de précepteur chez le comte de Montaigu, qui est ambassadeur de France à Venise. Alors il va suivre l'ambassadeur, du coup. Le voilà à Venise, et puis ça se passe mal, comme d'habitude. Et le revoilà 2 ans plus tard à Paris. Cette fois, il revient à la musique. Il a écrit un opéra, Les Muses galantes, qu'il crée chez un riche banquier dont l'épouse avait été du reste la maîtresse de Louis XV, monsieur de la Poplinière. Il espère être joué un jour à l'opéra. Ça aura lieu, mais il n'a pas un grand succès, son opéra. Dès cette année 1746, il a cette liaison, vous savez, avec Thérèse Levasseur, une jeune servante de l'auberge où il est descendu. Je n'avais cherché d'abord qu'à me donner un amusement, écrira-t-il dans les Confessions. Je vis que j'avais plus fait et que je m'étais donné une compagne qui, elle, en échange, va lui donner un enfant. Et que va-t-il faire de cet enfant ? Eh bien, il le laisse tout de suite aux enfants trouvés. Je vous préviens tout de suite, ça aura lieu un certain nombre de fois dans sa vie. Il y a 4 enfants de Rousseau qui subiront le même sort quand vous pensez que c'est l'auteur de l'Émile qui se conduit de cette façon. Hors d'état de les élever moi-même, écrira-t-il dans les Rêveries. Il aurait fallu, dans ma situation, les laisser élever par leur mère qui les aurait gâtés et par sa famille qui en aurait fait des monstres. C'est curieux de voir à quel point il se méfie de la famille, des institutions et de tout ce qui pourrait dévoyer l'être humain. Alors, je suis obligé d'aller un peu vite, sinon nous n'en sortirons jamais, nous n'arriverons jamais à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la philosophie même de Jean-Jacques. C'est peu après, en 1750, qu'il va répondre, vous savez, à une question que pose une académie, c'est-à-dire une société savante, en l'occurrence l'Académie de Dijon, qui pose la question suivante à ceux qui voudraient bien se pencher sur le sujet: si l'établissement des arts et des sciences a contribué à corrompre ou bien à épurer les mœurs. Et ce sera le célèbre discours sur les sciences et les arts. Et là, Jean-Jacques affirme que, je cite, « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos arts et nos sciences s'avançaient, quoique âprement discuté, c'est le moins qu'on puisse dire, le propos va devenir très célèbre. Paris entier ne parle plus que du paradoxe qu'a développé Jean-Jacques Rousseau et qu'il développera plus encore dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. » Tout ça nous rappelle évidemment nos cours de collège et de lycée. On va essayer de vous présenter Rousseau d'une façon peut-être un peu moins scolaire aujourd'hui. « Je ne trouvais rien de plus grand et de plus beau, écrit-il, que d'être libre et vertueux, au-dessus de la fortune et de l'opinion, et de se suffire à soi-même. » Alors à ce moment-là, il décide de renoncer à tout ce qui est beaux habits, perruques, épées, etc. Plus de chapeau à plumes. Et même lorsque, à Fontainebleau, en 1752, Madame de Pompadour lui fait l'incroyable faveur de présenter devant le roi son devin de village, eh bien, Jean-Jacques se présente habillé en fermier, quand je dis en fermier, en paysan, devrais-je dire, pour employer les termes de l'époque. Il se présente très mal à la cour. Madame de Pompadour veut absolument lui faire obtenir une pension royale. Il n'en est pas question. Il envoie, comme d'habitude, tout balader et il se contente d'être scripteur, c'est-à-dire qu'il transcrit des partitions musicales. Voilà avec quoi il survit, le pauvre Jean-Jacques. En attendant, la cour, elle, se régale de son devin de village.
Le devin du village, composé bien entendu par Jean-Jacques Rousseau. Voilà, de la musique de Rousseau pour parler de Rousseau, en compagnie notamment de Bernard Cotterêts, que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Bernard Cotterêts. Bonjour. Vous êtes biographe avec Monique Cotterêts de Jean-Jacques Rousseau. Votre biographie vient d'être rééditée en Tempus. Tout à fait. C'était en 2004 que vous aviez planché sur cet inépuisable sujet. Tout à fait. Nous avions déjà parlé de ce sujet sur Europe 1. Exactement. Avec notre ancien ministre de la Culture, qui était aussi journaliste à l'époque. Exactement. Et qui va peut-être redevenir journaliste du reste. C'est possible. Alors, Bernard Cotterêts, il faut souligner, je crois, deux aspects sans lesquels on ne peut pas comprendre l'incroyable fortune de Rousseau et le succès incroyable qu'a pu rencontrer sa philosophie. C'est que d'une part, on est dans cette société ultra raffinée, super sophistiquée du XVIIIe siècle. La cour de Louis XV est sans doute un des groupes humains les plus sophistiqués qui ait jamais existé dans l'histoire. Donc, et on a ce bonhomme qui nous dit rien ne vaut de se promener tout nu dans la nature, et la vertu, la pureté, c'est ça qui est beau. La société ne fait que corrompre l'homme. Et puis, n'oublions pas que ce personnage-là, il est genevois, et c'est un genevois parmi des Parisiens, forcément, et des Versaillais. Ça n'est pas très facile à vivre. Justement, vous mettez le doigt sur ce qui a fait la réussite de Rousseau, c'est qu'avec Rousseau, on entend autre chose, on entend une autre voix. Il y a un récit de vie, évidemment, que vous avez remarquablement repris d'ailleurs en introduction, qui fascine tous ses auditeurs. Et puis effectivement, Rousseau n'est pas un homme de la cour, Rousseau n'est pas même un Parisien, et j'allais dire, il est un hyper provincial. Son premier succès, il le doit à Dijon, à l'Académie de Dijon. Pourquoi l'Académie de Dijon? Parce que justement, Dijon n'est pas Paris, et vous savez, il y a toujours dans cette société d'Ancien Régime une espèce de suspicion, d'ailleurs qui existe toujours, envers la capitale. Et donc, je crois que la réussite de Rousseau, c'est une réussite plébéienne, évidemment, premièrement, et deuxièmement, c'est une réussite provinciale, hyper provinciale, de quelqu'un qui n'aurait pas dû réussir et qui réussit justement parce que il réussit là où les autres n'aurait pas pu le suivre. Alors attention, n'allons pas croire pour autant que Rousseau, ce sont les pastorales, ce sont les bergeries à la Marie-Antoinette, etc. Parce que le rousseauisme, dans les années 1770-1780, va prendre une extension considérable en France notamment, mais aussi ailleurs en Europe. Mais ce rousseauisme est à distinguer d'emblée de la pensée de Rousseau, qui est une pensée, au contraire, assez virile, pour ne pas dire même martiale. Effectivement, vous avez raison, il faut distinguer d'emblée le rousseauisme, qui est un petit peu ce qui reste de Rousseau quand on a tout oublié, et puis la pensée de Rousseau, qui est une pensée extrêmement courageuse. Vous avez employé le terme martial, je vais en employer un autre, patriotique, c'est aussi une exaltation des vertus civiques genevoises, et puis plus généralement, c'est repris évidemment en France, et je pense que son succès, c'est aussi celui-là, c'est celui d'un retour à des valeurs qui sont des valeurs civiques, et des valeurs patriotiques, et le refus aussi, très important pour lui, du cosmopolitisme. C'est-à-dire face à ces lumières cosmopolites, lui au contraire veut un individu qui se caractérise d'abord par ses enracinements, et comme lui-même parle de ses enracinements, alors même qu'il est, c'est ce que vous avez montré dès le départ, un déraciné. Vous savez, il a les racines des déracinés. Ouais, et c'est aussi peut-être un retour tout simplement à l'antique. Bien sûr. C'est en quoi notre Jean-Jacques, qui croit échapper à tout et à tous, était finalement bien un homme de son temps. L'anti-Rousseau, si je puis dire, celui qu'il va croiser sur son chemin, c'est l'émanation même de cette société sophistiquée dont je parlais, c'est Voltaire. Le duel Voltaire-Rousseau, c'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le duel Voltaire-Rousseau sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Et oui, alors on a vu d'où venait Rousseau. Je pense qu'il est un peu moins nécessaire de présenter Voltaire, quoique il est peut-être plus familier à l'esprit du plus grand nombre. Il va y avoir là deux philosophies évidemment qui s'affrontent, et qui s'affrontent sur un terreau qui pourtant est le même. Bonjour Catherine Goliot, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc la rédactrice en chef de ce numéro spécial du Point qui s'appelle, c'est dans la série Le Point Référence. Ce sont ces livres de petit format extrêmement denses et dans lesquels vous présentez des sélections de textes sur un grand thème. Et là, en l'occurrence, le thème, c'est Voltaire contre Rousseau, avec cette signature, deux personnalités, deux projets de société. Le bon sauvage, ça n'était certainement pas l'horizon de Monsieur de Voltaire. Bien, Monsieur de Voltaire, non pas du tout. Lui, il aime
Voltaire aime le luxe, Voltaire aime la société, Voltaire encourage les écrivains à être des mondains. Voltaire vient d'un milieu, c'est un très grand bourgeois, c'est un fils de notaire, mais son père avait comme client le duc de Saint-Simon. Il a été élevé chez les jésuites dans le meilleur collège de France avec la très haute aristocratie. Donc il a passé son temps à se fâcher. Rousseau dirait qu'il a été déformé, lui, pour le coup. Absolument. Ceci étant, Voltaire et Rousseau ont des points communs quand même, et c'est la liberté. Je crois que le premier vraiment point commun qui caractérise ces deux personnalités par ailleurs tout à fait antagonistes, c'est la liberté, c'est-à-dire que Voltaire, peut-être aussi parce qu'il a cette arrogance naturelle, une intelligence extrêmement brillante et qu'il est très sûr de lui, mais c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à se fâcher avec les nobles, ce qui à l'époque de Louis XV est quand même une entreprise un petit peu hardie, qui lui vaudra plusieurs fois la Bastille. Et il faut dire aussi que Rousseau était fasciné. Ce sont des embastillements courts et de jeunesse, précisons concernant Voltaire. Et de jeunesse, mais c'est, je vais un petit peu vite là, mais c'est grâce à ces embastillements, et notamment parce qu'il avait dit à un prince, en gros, vous descendez, moi je remonte, voilà, donc dégagez mon chemin, qui s'est retrouvé en Angleterre, où là, pendant un certain nombre d'années, il a découvert donc la monarchie anglaise, une certaine tolérance anglaise, et donc une manière très différente de gérer la société, qu'il va aussi développer par la suite un certain nombre d'idées, notamment sa lutte pour la tolérance. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ce sont deux personnalités antagonistes, et en même temps, Rousseau a une fascination totale pour Voltaire, parce que quand Rousseau arrive à Paris, Voltaire est the star. C'est la Madonna de la littérature et de la pensée. Et non pas par Et par le théâtre, il faut pas l'oublier. Par le théâtre, absolument. C'est-à-dire que nous aimons Voltaire à cause de ses contes si brillants, si bien écrits. C'est ce qui reste, mais finalement, à l'époque, c'était pas le cas. Il était considéré comme le plus grand dramaturge de son temps. Il se prenait pour le Corneille du règne de Louis XV. Absolument. Absolument. Donc en fait, c'est très amusant parce que je dirais que l'un et l'autre, et c'est leur deuxième point commun, ont été en fait à la source, ou du moins à l'origine, ont supporté des quiproquos, des jugements qui ne correspondaient pas vraiment à leur personnalité, et toute leur carrière a été d'une certaine manière menée par cela, et même leur postérité. Quand même, Rousseau a des mots très durs contre le théâtre. Et aux yeux d'un Voltaire, ça ne pouvait pas passer. On ne pouvait pas être bon si l'on n'aimait pas le théâtre aux yeux de Voltaire. Bernard Cotterêts. Ce qui est extraordinaire dans ce face-à-face, c'est que, évidemment, il est philosophique, mais qu'il est aussi, et de façon peut-être encore plus fondamentale, culturel. J'allais dire culturel au sens quasiment anthropologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a deux humanités qui se font face, une humanité qui est très parisienne avec Voltaire, même si Voltaire a bougé sans cesse, il reste foncièrement parisien, et j'allais dire que Rousseau, de la même façon, reste foncièrement genevois. Et à Genève, quand on voit arriver le théâtre, eh bien, on voit arriver Monsieur de Voltaire tout de suite après, et on voit arriver en même temps, j'allais dire, les modes parisiennes. Et la résistance de Rousseau au théâtre, c'est d'abord une résistance patriotique face aux modes qui viennent de Paris et qui ont fini évidemment par submerger Genève. Et aussi parce que dans l'encyclopédie, on a critiqué Genève, et ce qu'il trouve absolument insupportable. Finalement, le terrain de débat de ces deux-là, c'est effectivement cette entreprise d'Alembert, de Diderot, etc., un temps soutenue par la marquise de Pompadour, c'est-à-dire cette encyclopédie qui est une entreprise de lumière par essence. Et bien entendu, les articles de l'encyclopédie sont on a oublié cet aspect-là. Ils n'ont rien d'impartial ou d'objectif. Ils sont spécifiquement subjectifs, ces articles. Et Rousseau lui-même participe à l'encyclopédie, puisqu'il fait les articles musicaux de l'encyclopédie, et en même temps, il est à l'intérieur de l'encyclopédie et en dehors. Et je dirais que c'est sa situation face aux Lumières. Il a un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et vous savez, la meilleure vengeance de Rousseau contre Voltaire, je ne sais pas si c'est une chose que nous disons dans notre livre avec mon épouse, il y a un monument en honneur de Voltaire. Eh bien, Rousseau a tenu à cotiser. Et je trouve que c'était la meilleure vengeance pour lui, c'est de dire, je cotise quand même pour Voltaire, parce que il avait de l'admiration, effectivement, pour la plume de Voltaire, pour l'esprit de Voltaire, même s'il pensait qu'il y avait beaucoup de choses contestables dans le personnage lui-même.
L'un comme l'autre ne sont pas à une contradiction près, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'ai souvent ici relevé les contradictions de Voltaire, ça m'en suis presque fait une spécialité. Mais alors celle de Rousseau, nous n'en avons jamais parlé à ce micro et je trouve que c'est très intéressant quand même. La première, la plus choquante peut-être, c'est celle qui concerne l'éducation et son propre comportement avec ses enfants. C'est, si je puis dire avec le recul, c'est ce qui ne passe pas aujourd'hui quand on parle de Rousseau. Oui, et vous savez, Rousseau a par rapport à l'enfance un profond sentiment d'échec. C'est qu'effectivement, il a abandonné ses enfants, il s'en explique plusieurs fois, il revient en permanence, et donc c'est qu'il a un sentiment de culpabilité très intense à ce sujet-là. Quand vous revenez toujours sur la même histoire, c'est bien qu'elle vous obsède. Et on peut dire que le grand traité de l'éducation, l'Émile, est effectivement une façon de compenser cette faiblesse initiale, qui s'explique aussi par une deuxième raison qui, à mon avis, n'est pas tout à fait fausse, c'est que Rousseau ne s'est pas marié initialement avec Thérèse, et donc les enfants étaient techniquement des bâtards, et si vous voulez, la situation du bâtard dans la société d'Ancien Régime n'est pas une situation très simple. Et donc je crois qu'il y a quand même tout cet arrière-plan juridique aussi, auquel il faut songer quand on parle de Rousseau qui abandonne ses enfants. Autre contradiction, cet homme qui n'a cessé de parler de liberté, d'émancipation, de maturité, de virilité, passe sa vie à chercher une mère, et cette mère, il la cherche à travers ses très nombreuses maîtresses. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Extrait sur Europe 1 du Devin du village, une œuvre composée par Jean-Jacques Rousseau. Eh oui, Jean-Jacques Rousseau, dont vous croyiez qu'il était un écrivain et dont vous découvrez aujourd'hui qu'il est un compositeur de musique. Enfin, aussi compositeur de musique. Parce que, pour ce qui est de l'écrivain, j'aimerais vous lire quelques lignes de son incroyable prose. C'est le tout début des Confessions, tout simplement, le livre 1 des Confessions. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus, j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge, je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus, j'ai dit le bien et le mal avec la même franchise, je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur, tel que tu l'as vu toi-même, être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Je disais tout à l'heure, Catherine Gauliot, qui n'était vraiment pas fâché avec lui-même, notre Jean-Jacques. C'est un homme qui a un ego assez développé. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a en même temps des côtés très sympathiques dans la mesure où, effectivement, contrairement aux gens de son époque, il ose parler. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui accepte d'être ridicule. Ce qui, à l'époque, était quand même une tare infamante. Et en même temps, il a un style absolument extraordinaire. Et c'est vrai aussi, il faut le raconter. D'une pureté
pureté et d'une modernité qui d'ailleurs le rendent à nos yeux plus contemporain et sans doute plus familier, plus accessible que Voltaire par exemple, dont le style est plus classique et emprunte encore davantage au grand style du siècle précédent. Oui, absolument, absolument. Et surtout, c'est un style beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que en fait, Rousseau va être considéré par les romantiques comme quelque part leur père, leur inspirateur. Et tout à l'heure, Monsieur Cotret, vous parliez de son besoin d'enracinement. Il est clair que chez les romantiques allemands, cela va avoir une résonance très très importante. D'ailleurs, certains considèrent justement que il est vraiment à la frange des Lumières et que déjà il annonce une autre époque. Et son style en est tout à fait révélateur. Comment peut-il être aussi content de lui après avoir mené la vie qu'il a menée? Alors je pense notamment, réglons quand même cette question, les femmes, parce que moi je me suis arrêté en chemin, mais j'ai envie de dire, je n'ai fait qu'un tiers du parcours dans le récit que j'ai donné tout à l'heure à nos auditeurs, Bernard Cotret. Oui, alors Rousseau a essentiellement, surtout avec les années, un public féminin, c'est-à-dire qu'il est lu par les femmes l'adorent, les femmes l'idolâtrent. Elles l'ont adoré de son vivant. De son vivant, et ensuite, pour une raison très simple, c'est qu'il leur parle d'elle-même, parce qu'évidemment Rousseau parle de lui, mais il ne parle pas que de lui. Et dans l'Émile, par exemple, il se préoccupe de toutes ces questions de l'allaitement, de l'éducation du bébé, etc. Ce qui fait qu'il a un grand succès auprès des dames au XVIIIe siècle. Je pense que le problème fondamental de la sexualité de Jean-Jacques, si vous voulez qu'on entre dans ces questions, c'est qu'en réalité, il ne peut désirer que des femmes inaccessibles. C'est-à-dire que les femmes qu'il aime sont celles qui demeurent toujours objet de désir, d'un désir en permanence différé, et en fait qui sont inatteignables. Donc son grand problème, c'est pas tellement de consommer un acte sexuel quelconque avec ces dames, c'est de ne jamais pouvoir le faire. Et donc il y a une donnée fondamentale chez lui qui est cette frustration. Alors quand évidemment à cette rhétorique du je et du moi, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est ce qui permet au lecteur de s'identifier à lui. C'est-à-dire que plus il dit « je vais vous parler de moi », plus les lecteurs se mettent à s'interroger sur eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on retrouvera, effectivement, on parlait de romantisme, dans le romantisme allemand. Chez Victor Hugo aussi, quand il dit à son lecteur, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Et effectivement, quand ils lisent les histoires de Jean-Jacques, les hommes du XVIIIe siècle se disent, mais nous aussi, nous avons vécu la même chose. Combien d'enfants se disent, ou d'adultes se disent, je suis la responsable de la disparition de ma mère, parce que leur mère est morte peu de temps après son accouchement. Donc il y a vraiment quelque chose de très fondamental. Il touche précisément parce qu'en parlant de lui, il parle aux hommes de leur humanité. Et il y a une résonance extraordinaire dans cette œuvre-là. Rousseau, l'outsider, et Voltaire, le prince des Lumières, présentés respectivement par Jean-Marie Goulmot et Philippe Reynaud, sont rivaux pour toujours et ils sont présents à travers quelques-unes des plus belles pages dont ils nous ont fait les héritiers dans ce point référence, deux personnalités, deux projets de société, Voltaire contre Rousseau, les textes fondamentaux. C'est en kiosque dès maintenant, je crois, Catherine Gauliot. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et merci à Bernard Cotret qui, avec son épouse Monique, est donc l'auteur de ce Jean-Jacques Rousseau réédité chez Tempus. Ça, c'est c'est la biographie de référence. On se promène dans la vie et dans l'œuvre, ce qui est très beau dans votre texte, de Jean-Jacques Rousseau. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les célébrations qui ont été prévues, des expositions, des spectacles, un colloque et même deux colloques si je ne m'abuse. Il y a bien sûr des manifestations dans la région Rhône-Alpes, en Savoie, des manifestations du côté du Val d'Oise, à Montmorency notamment, puisque Montmorency commémore ce tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Nous aurons l'occasion, lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois, de vous donner des nouvelles de tout cela. Finalement, nous l'avons découvert, Voltaire et Rousseau sont toujours bien vivants au pays de la pensée, de la liberté et du style.